Alors bonsoir, c'est François Payotte qui, au nom du Centre de l'Universalité, vous souhaite la bienvenue pour cette conférence en compagnie de Raphaël Payeur. Raphaël, bonsoir. Bonsoir. Ce soir, au menu, on a donc un titre très intéressant, Être le meilleur ou vouloir le meilleur. Alors, une première question qui se poserait peut-être d'emblée, c'est à savoir, être le meilleur par rapport à soi ou aux autres, ou vouloir le meilleur par rapport à soi ou aux autres? Alors, ça nous introduit tout de suite dans l'aspect dualitaire de ce thème de ce soir. C'est très intéressant parce que habituellement, on a des thèmes de conférences qui sont assez monolithiques, c'est-à-dire qui sont assez organisés autour d'un seul axe. Alors que ce soir, on va être confronté à l'un des aspects les plus intéressants de la réflexion ésotérique, qui est celui de la dualité. Puisque la question, bon, vous soulevez ici une dualité, il y en a plusieurs autres que je veux également apporter. Le sujet de la conférence de ce soir est une thématique qui peut s'aborder sous deux angles. Bon. Premièrement, le premier angle qui nous vient tout de suite en tête, la première dimension, c'est le vouloir être. Bon, il y a vouloir ou être le meilleur, et il y a le vouloir être aussi, et ensuite le meilleur. Alors, si vous me permettez, j'aimerais plutôt développer avant le vouloir être, ensuite on en viendra à la notion du meilleur, et du meilleur par rapport à quoi? Le vouloir être dans un premier temps. Eh bien, c'est sûr que dans le domaine de la conscientisation, les gens qui de plus en plus s'intéressent à une recherche intérieure, à un développement de leurs propres capacités, soit par rapport aux autres ou soit par rapport à eux-mêmes, sont souvent dans cette dimension du vouloir-être. Regardons les gens qui nous entourent, combien et comment ils veulent la paix. On veut la paix, on veut l'amour, on veut l'harmonie. Mais on n'est pas prêt à être la paix, à être l'amour et à être l'harmonie. Je viens d'utiliser ici l'expression clé de toute cette réflexion. On n'est pas prêt à. Hein? Vous connaissez un conférencier célèbre qui dit « Beaucoup sont prêts, mais peu sont prêts ». Hein? Alors, les gens sont prêts de la réalisation de quelque chose, mais ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Et qu'est-ce que c'est que cette attitude mentale rétrograde, s'il en est une, que de ne pas être prêt, ou surtout de ne pas se considérer prêt à? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Le mot vouloir dans la thématique de ce soir implique justement beaucoup de choses. Ou bien c'est un vouloir superficiel de ce que vous appelez l'ego, ce que j'appelle habituellement la personnalité. C'est-à-dire un vouloir très lié à un désir. Hein? Désirer être ceci, désirer être cela, désirer qu'un jour la fraternité s'établisse. On pourrait appeler ça de la bonne volonté ou de la volonté émotionnelle. J'aime pas tellement mettre le parallèle entre volonté émotionnelle et bonne volonté. J'aime quand même l'expression bonne volonté, mais la bonne volonté ne suffit pas. Hein? C'est-à-dire que vouloir une chose au niveau de la personnalité, c'est une chose. Mais vouloir réellement, c'est-à-dire exprimer une volonté, c'est tout autre chose. La volonté de la personnalité est une volonté pluralistique, c'est-à-dire qu'elle s'oriente dans plusieurs directions. On désire ceci, on désire cela. Un jour, on désire être marié, le lendemain, on désire ne pas l'être. Vous voyez, le désir se multiplie et se subdivise de façon extraordinaire. Alors que la volonté réelle, elle est une. Elle est unique. La volonté, le principe de la volonté, le willpower, la volonté de l'esprit qui s'incarne à l'intérieur d'un homme, eh bien ça c'est un, c'est une unité. Et ça part d'où? Ça part de la tête. Au niveau du corps, regardez, les désirs du corps sont assouvis par de nombreux organes et de nombreux membres, les jambes, les bras, etc. Bon. Ça, c'est la pluralité du désir. La volonté, pareil, pour elle, elle est exprimée par la tête. Alors, on a plusieurs membres, on a plusieurs organes, on a une seule tête, habituellement. Avoir une seule tête, c'est déjà, sur le plan de la constitution biologique de l'homme, la représentation du fait que la volonté aussi est une. Donc, lorsque l'on veut quelque chose, mais alors là qu'on utilise vraiment le sens profond et ontologique du mot vouloir, tout est subordonné à ça. Dans le sens où on est en mesure de tout sacrifier. Sacrifier ces petits désirs mondains, ces petits désirs qui sont dans toutes ces directions, tuer les saints innocents pour laisser croître le seul être valable, le Nazaréen, si on veut. Alors, tuer les saints innocents, on se rébellionne contre ça, c'est très bon. Ils sont innocents, c'est sûr. Ces désirs sont innocents, ils ne sont pas toujours innocents. Mais parfois, ils le sont. C'est-à-dire que ce ne sont pas des désirs nécessairement négatifs que l'on a. Mais c'est tellement multiple que si on se laisse embarquer dans cela, on se divise. Et on divise sa propre force. Donc, il faut procéder avec rigueur, tuer ces saints innocents et laisser le nouveau Fils
croître et se développer en soi, qui est cette volonté une. Donc, vouloir être quelque chose, c'est tout sacrifier pour que cette chose-là advienne, au prix d'éliminer les autres éléments qui nous entourent. Autrement, c'est une volonté banale, superficielle de la personnalité qui fait en sorte qu'on ne passe jamais à l'action. On veut agir, on veut être compétent dans tel domaine, on veut l'éviter, on veut... Bon, ça demeure toujours une pure abstraction, c'est jamais de passer à l'action. Donc, dans un premier temps, la question du vouloir ou être le meilleur, c'est la question du vouloir. Ensuite, c'est la question de l'être. C'est-à-dire, c'est d'accepter, tôt ou tard, un jour, d'être en mesure de prendre la responsabilité d'être quelque chose. Être capable, dans la vie de tous les jours, d'afficher ses couleurs. C'est-à-dire d'être capable de se présenter comme étant quelque chose, de ne pas douter de la validité de cette chose et d'être tout à fait en mesure de défendre cette position par rapport à tout le reste. Être une chose, c'est s'identifier à cette chose. Alors, le problème et la différence qui existe entre le vouloir être et l'être, c'est que le vouloir être demeure dans le domaine des bonnes intentions. Et l'enfer est pavé de bonnes intentions. Le être, c'est une identification. C'est alors être en mesure de tellement sacrifier toutes les choses autour qu'on est prêt à faire un X sur soi-même. Comme le pasteur rosicrucien. Le X sur soi-même, il est prêt à faire un X sur sa personnalité, tout mettre de côté, et être la nouvelle chose que l'on veut réaliser. Le sujet de ce soir, c'est vouloir ou être le meilleur, ou pire encore, vouloir être le meilleur. Vouloir ou être le meilleur, ça signifie d'être en mesure de se nier soi-même, d'en arriver à la négation totale de soi-même pour l'expression de ce qu'on appelle justement le meilleur. Et là, j'en viens à votre question, qui est la deuxième phase de cette dualité de la thématique de ce soir, savoir qu'est-ce que c'est que le meilleur. Bon, il y a une erreur absolument grotesque dans la civilisation du 20e siècle. Et cette erreur, c'est de croire que pour qu'un homme soit valable, pour qu'un individu ait une certaine qualité dans la société, il faille qu'il soit le meilleur. Donc, ce qui devient le standard même d'excellence d'un être humain sur cette planète, dans cette civilisation, c'est d'être le meilleur. C'est-à-dire d'en arriver à vouloir surpasser tous les autres. Ne pas accepter sa propre condition, ne pas accepter où l'on se situe à l'intérieur du champ de développement de la civilisation et vouloir toujours être au-delà de, prendre les devants et prendre aussi la vedette. Ceci entraîne quoi? Ce vouloir être le meilleur entraîne tous les vices, c'est la mère de tous les vices. C'est un désir inassouvi et toujours inassouvi en l'homme qui entraîne d'une part la jalousie, qui est un des fléaux les plus importants dans le monde de la conscientisation. Regardez autour, dans votre groupe de recherche, dans votre groupe ésotérique, vous allez rencontrer un bon 80 à 90% de personnes très jalouses, qui vont jalouser le moindre fait qui va se produire autour parce qu'ils veulent être le meilleur. Et ils se rendent compte que, évidemment, c'est toujours le cas, il y a quelqu'un qui s'exprime ou fait une chose mieux qu'eux-mêmes. Alors là, la jalousie entre en ligne de compte, et la jalousie, comme me disait un haut représentant d'une école ésotérique dernièrement, c'est la reine de plusieurs écoles ésotériques. Bon, c'est ce qui prime dans beaucoup d'écoles ésotériques où l'individu veut se transformer, et il y a un concept erroné qui est celui de justement devenir le meilleur, c'est-à-dire de tranquillement, en fait c'est un désir inconscient, d'amener sa domination et d'être en mesure de toujours être le point de référence, plutôt que, à un certain moment donné, laisser les choses autour être des points de référence. Alors, ça conduit d'une part à la jalousie, ça conduit d'autre part à l'anarchie. Parce que si vous voulez être le meilleur, vous voulez être en même temps, un peu comme je viens de le mentionner, celui qui dirige, celui qui réfère les choses, celui qui a l'autorité. Or, c'est assez curieux aujourd'hui que tous désirent l'autorité. Tous désirent l'autorité, mais personne n'est prêt à prendre un poste de responsabilité, par exemple. On veut l'autorité, on veut mener, on veut que les gens tiennent compte de ses opinions, mais on n'est pas prêt à s'identifier à un poste d'autorité, on n'est pas prêt à s'identifier à une direction quelconque. Non, on veut être un peu dans la foule, mais cependant exprimer toujours ses opinions et qu'on tienne toujours compte de ses opinions. Et ça, c'est le problème que j'ai souvent identifié et que j'identifierai toujours, de toute manière, tant que je serai en vie, c'est le problème de notre société démocratique du 20e siècle, qui est une société qui se fonde sur
sur justement ce principe où tous peuvent être les meilleurs. Alors que ce que je prône souvent dans le domaine de la politique, c'est, bon, la monarchie d'une certaine part, c'est-à-dire un monarque, une personne qui prend le pouvoir sur elle-même, ce qui entraîne malheureusement parfois la tyrannie. C'est-à-dire la personne qui prend tout pour son profit. Ça, c'est le côté négatif, mais il y a toujours un côté négatif à toute chose de la monarchie. C'est le profit, c'est un profit pour le dictateur et ses complices. Mais ce que je proposerais de façon encore plus globale à l'intérieur de ça, c'est l'aristocratie. C'est-à-dire, justement, mettre le meilleur, puisque aristocratie veut dire le meilleur au pouvoir. C'est-à-dire mettre le meilleur au pouvoir. Mais ça, il faut, pour mettre le meilleur au pouvoir dans une civilisation, que les membres qui composent cette civilisation ne veulent pas être le meilleur. C'est-à-dire, réalisent qu'ils sont une chose, qui sont à une certaine limite de compréhension, d'évolution, de vibration, et qu'il y en a d'autres qui sont meilleurs et qui peuvent prendre le poste d'autorité. L'aristocratie, évidemment, a sa contrepartie négative, si on veut, qui est l'oligarchie, c'est-à-dire un petit groupe de meneurs qui ramène tout à son profit. Mais ça, c'est parce que ces gens n'ont pas vraiment intégré, ne sont pas vraiment les meilleurs, si on veut. Mais le modèle parfait de gouvernement, ce serait un modèle qui serait justement aristocratique. Et ce modèle aristocratique ne pourra s'établir que dans la mesure où on aura fait ou réalisé une nouvelle définition du mot meilleur. Qu'est-ce que c'est que le meilleur? On a plusieurs définitions. Dans la définition courante, psychologique du mot meilleur, eh bien, c'est celui qui surpasse les autres en qualité extérieure, si on veut, et qui nécessairement va avoir des privilèges que les autres n'auront pas. Alors, on est le meilleur, ça veut dire qu'on va avoir au moins le privilège d'avoir une bonne note sur ses rapports, et qu'on va être regardé un peu de haut. Alors, on est sur un piédestal, des choses comme ça. Ça, c'est le concept erroné, mais quand même le concept commun, psychologique du terme meilleur. Le concept supramental du mot meilleur, c'est-à-dire le concept christique de la notion de meilleur, c'est un concept qui est tout à fait contradictoire. Évidemment, puisque tout ce qui est supramental, c'est inversé par rapport à la conscience humaine ordinaire. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qu'on voit d'ailleurs, je viens de terminer aujourd'hui un séminaire sur le tarot, c'est ce qu'on voit dans l'arcane du pendu. On regarde le pendu, il y a la tête en bas. On dit c'est un homme à l'envers. C'est un homme à l'envers, évidemment. Mais si vous exprimez les principes supramentaux sur Terre, on va dire que vous êtes à l'envers aussi. Parce que vous allez être en contradiction avec le monde qui vous entoure. Bon, même chose pour le fou. Hein, 21e lame du tarot. Il y en a qui disent 22, mais c'est leur problème. 21e lame du tarot, qui est cette lame où on voit un être tout à fait particulier, tout à fait bizarre. Si vous le rencontriez dans la rue, vous diriez justement que c'est un fou. Alors que, en fait, c'est l'être christique ou l'être supramental. Et cet être supramental, lorsqu'il est regardé aux yeux de la sagesse humaine, paraît fou, puisque la sagesse de Dieu est folie aux yeux des hommes. Eh bien, la sagesse de Dieu, qui est la sagesse supramentale, lorsqu'elle s'exprime en l'homme, le concept de meilleur est tout à fait altéré. Et le meilleur devient ce que, par exemple, le Nazaréen en a dit, puisqu'il était porteur du supramental, à savoir, celui qui veut être le plus grand, le meilleur, soit le serviteur de tous. Alors, le meilleur dans une civilisation supramentale, c'est celui qui lave les pieds des autres. C'est celui qui se met à la disponibilité des autres et qui sert. Pourquoi? Parce qu'un individu qui en arrive à servir de manière désintéressée crée une disjonction complète de sa personnalité et devient, par le fait même, un canal tout à fait disponible pour les énergies supérieures de lumière et devient un porteur de lumière, c'est-à-dire devient sur la Terre ce qu'il y a de plus élevé, un canal impersonnel pour la manifestation de la lumière. Alors la notion de meilleur d'un point de vue supramental, une fois qu'on a ajusté ces concepts, c'est la notion d'un pur canal impersonnel pour la manifestation de l'énergie. Et ça, c'est l'homme qui peut l'apprendre à travers la leçon du service. Et c'est pourquoi, dans le monde, il n'y a rien d'autre que cette notion de service sur laquelle je reviens constamment. Parce que si on arrive à intégrer ça dans sa propre existence et qu'on est capable de changer le sac de poubelle ou le sac de lait, eh bien, c'est déjà un geste de loin supérieur à découvrir les lois de la fission nucléaire. Découvrir les lois de la fission nucléaire, tout le monde peut faire ça. C'est très simple. Il s'agit de s'amuser avec des formules mathématiques. Changer le sac de lait ou le sac de poubelle, ça c'est complexe. Ça c'est difficile. Parce que ça demande quoi? Ça demande un réajustement de l'homme. Autrement dit, je terminerai là-dessus pour ma première définition de meilleur. Pour être meilleur, il faut en arriver à ajuster en l'homme 3 dimensions fondamentales, 3 éléments de conscience que sont l'âme, l'esprit et le corps.
L'âme coïncide à l'intérieur, et ça j'ai appris ça en me lavant les dents ce matin. Quand on fait un automatisme, hein, les choses viennent. L'âme coïncide avec le passé. Ce qui, en l'homme, exprime l'une des dimensionnalités du temps, qui est le passé, c'est l'âme. Alors, il faut d'abord réajuster l'âme. Il faut ensuite mettre ce passé, cette âme, en contact vibratoire avec le corps. Le corps coïncide avec le présent. C'est pourquoi on insiste tant dans les mouvements ésotériques de conscientisation sur l'importance du corps, sur l'importance d'être capable de vivre le présent, de considérer son corps comme quelque chose d'important, de le traiter de manière adéquate, etc. Le corps intègre l'énergie du présent et doit être ajusté avec l'âme, qui est l'énergie du passé, et par la suite, on doit ajuster un troisième élément, qui est l'esprit, qui représente l'énergie du futur. Alors, vous êtes pour devenir le meilleur, c'est-à-dire un canal impersonnel. Vous devez procéder au réajustement temporel de votre réalité, c'est-à-dire réajuster au niveau, non pas au niveau psychologique, mais au niveau ontologique, réajuster votre passé, votre présent et votre futur, et faire en sorte que les trois dimensions soient parfaitement harmonisées et fonctionnent ensemble. Et ça, c'est complexe, ça, c'est le défi. Et pour être le meilleur, il faut nécessairement en arriver à ce réajustement. Et ce réajustement sera atteint lorsque l'homme aura compris les mystères du temps, c'est-à-dire lorsque l'homme aura compris la différence qui existe entre le temps, l'éternité et tous ces concepts qui sont, vous allez me dire, des abstractions, des choses peu importantes. On peut considérer ça. Hein? Et alors, on va changer les sacs de poubelle. Mais tôt ou tard, en changeant les sacs de poubelle, la question fondamentale de la naissance, de la vie et de la mort, c'est-à-dire du passé, du présent et du futur, va s'exprimer. Et cette question fondamentale du passé, du présent, de la vie et de la mort, de la naissance de la vie et de la mort, il va falloir un jour que vous soyez en mesure d'y répondre à cette question. Et la réponse à cette question, on peut en mettre des milliers de réponses à ces questions, mais elle ne sera jamais satisfaisante tant qu'on n'aura pas compris ces mystères du temps. Et ces mystères du temps, je ne peux pas vous les donner, on ne peut pas les exprimer ni dans un livre, ni dans quoi que ce soit. C'est en vivant la vie que tout à coup, ces mystères du temps prennent un relief différent. Et alors, vous comprenez véritablement que l'homme n'est qu'un agencement de ça. L'homme n'est qu'un agencement de son âme, de son corps et de son esprit. Et que c'est en travaillant sur cette âme, sur ce corps et sur cet esprit, et en essayant de les mettre en relation, ce qu'on appelle l'enlignement de l'âme, du corps et de l'esprit, que l'homme éventuellement va devenir justement le meilleur. Et lorsqu'il deviendra ce meilleur, eh bien, il réalisera une chose qui est très importante, c'est que au lieu de vouloir être le meilleur, il va prendre la décision volontaire d'être le meilleur. Et lorsqu'il aura pris la décision d'être le meilleur, il ne pourra plus se permettre d'échouer. L'homme du 20e siècle, qui commence à se conscientiser, n'a pas le droit d'échouer. On n'a pas le droit de manquer la chose. Parce que lorsque l'on prend la décision de s'orienter sur la voie de la lumière, hein, c'est le parti de la lumière qu'on présente. Et le parti de la lumière, il est vainqueur au point de départ. Et il ne peut pas se permettre un échec, sauf si il le désire, sauf si c'est pour un travail particulier. Mais globalement, lorsque on décide consciemment et volontairement de s'enligner sur le sentier de la lumière, on ne peut plus se permettre d'échec. Donc, il faut reprogrammer son mental. C'est surtout le mental qui a des problèmes à ce niveau-là. Reprogrammer son mental à la dimension de vaincre. Et lorsqu'on part vainqueur, lorsqu'on part gagnant, lorsqu'on ne peut plus se permettre de perdre, là, on est le meilleur aussi. Alors, être le meilleur, ça implique une responsabilité. Cette responsabilité, c'est de ne plus perdre, et c'est d'être vainqueur. Parce que lorsqu'on devient le meilleur, on devient un canal pour les forces de la lumière, et les forces de la lumière que nous représentons ne peuvent pas se permettre d'être mises en échec par les forces des ténèbres. Alors, ça implique ce thème de vouloir ou être le meilleur, ça implique une question très importante de responsabilité. Vouloir être le meilleur, c'est pas impliquant, vous vous asseyez, vous voulez être le meilleur, puis ça s'arrête là. Vous continuez à manger vos frites au ketchup. Mais si un jour, vous décidez d'être le meilleur, alors là, vous avez des responsabilités sur les épaules qui sont celles de représenter la lumière, de représenter l'énergie christique et de passer à l'action et de ne plus permettre en aucun cas d'échouer ou d'être en situation de perte. Ça, c'est la responsabilité. Et voilà pourquoi, je répondrai à une des questions qui se posent à ce moment-là, voilà pourquoi la question se pose, vouloir ou être le meilleur? Parce que devant cette éventualité de la responsabilité, nous refusons d'être le meilleur.
Parce que accepter d'être le meilleur, parce que c'est pas compliqué, il s'agit de l'accepter. Accepter d'être le meilleur, eh bien là, à partir de ce moment-là, vous devez répondre de votre sang à des responsabilités très grandes. C'est les responsabilités de la connaissance, c'est les responsabilités de tout avancement de la conscience. À chaque fois que la conscience grandit d'1 centimètre, vous avez au moins 1 kilomètre de responsabilité supplémentaire. C'est ça qui fait peur aux gens. C'est ça qui fait que les gens ne sont pas prêts. Alors, le pas prêt, c'est un déguisement un peu farfelu lorsqu'on comprend le jeu de la psychologie, mais c'est un déguisement du refus de la responsabilité. Voilà ce que c'est. Parce que sinon, écoutez, on n'est jamais prêt. J'avais un ami qui donnait des conférences un peu avant que je commence, et qui me disait ça. Quand j'ai donné ma première conférence, je n'étais pas prêt. Et puis quand je donne ma conférence, je ne suis pas prêt. Hein? Je pourrais toujours élaborer d'autres aspects, je devrais étudier ceci, cela. Il se sent jamais prêt, sauf qu'il prend la décision volontaire d'être prêt. Et lorsque, bon, il y a des années, j'ai donné une première conférence, je n'étais pas prêt non plus. Hein? Parce que j'ai donné la première émission de télévision, j'étais pas prêt. Bon, mais qu'est-ce que vous voulez? Si on attend après le moment où on va être prêt, où on va être confirmé dans une aptitude quelconque, on ne fera jamais rien. Alors, c'est de foncer. Alors, entre vouloir et puis être le meilleur, il n'y a qu'un pas, c'est de foncer. C'est d'être capable de défoncer une porte aussi, s'il y a une porte devant soi qui est close. Parce qu'on ne peut pas se permettre de laisser les portes closes. Hein? C'est comme dans le psaume que je vous ai cité le mois dernier. Vous devez frapper dans la porte, hein, puis dire ouvrez cette porte, que le Seigneur de gloire ou que le roi de gloire puisse entrer. Hein? Il faut, bon évidemment vous allez me dire, il faut un peu de modestie, il faut un peu d'humilité, mais pas de fausse modestie, de fausse humilité. Il faut être en mesure, lorsqu'une porte est fermée, de frapper dans cette porte et de dire ouvrez cette porte, que le roi de gloire entre dans cette pièce. Puisqu'on a décidé d'être le meilleur, c'est-à-dire de représenter les forces de la lumière. Alors c'est une question de décision, vraiment. Une question de décision et de volonté à un autre niveau que celle de la personnalité, d'une volonté réelle de l'esprit qui dit, voilà, à partir de maintenant, c'est comme ça que ça va se passer. À partir de maintenant, je ne fais plus telle chose, à partir de maintenant, je fais telle chose. Hein? Et ça s'exprimera dans toute la vie. Et ça deviendra un mode même de vie à l'intérieur de l'individu. C'est, d'une certaine manière, très bien exprimé et très bien explicité par votre maire à Montréal qui se retire, Jean Drapeau. C'est un homme de l'être, justement. C'est un homme qui n'a pas voulu désirer ceci ou cela, mais qui est passé à l'action. Quand il y avait une porte à défoncer, il a défoncé. J'écoutais avec un petit sourire hier les entrevues qu'ils ont fait avec lui, les commentaires qu'il faisait sur sa vie politique, et il disait souvent qu'il n'était pas reconnu comme un homme qui respectait beaucoup la démocratie. Alors, ça me faisait très rire parce que de fait, justement, une personne qui a décidé de faire quelque chose, il n'est pas pour attendre après le multiple, si ce multiple va se décider un jour à bouger. Vous savez comment, par exemple, 75 représentants de la ville de Montréal peuvent être lents à bouger un bras parce qu'il y en a un qui va dans la direction Est, l'autre dans la direction Ouest, un dans le Nord, un dans le Sud. Alors évidemment, ça bouge pas. Alors évidemment, un homme comme le maire Drapeau, il s'encombre pas de l'Est, de l'Ouest, du Sud et du Nord, il passe à l'action. Mais c'est un peu le programme de l'homme qui se conscientise. Ça ne veut pas dire de laisser tomber les gens autour de soi. Ça ne veut pas dire de ne pas tenir compte des interventions intelligentes des gens autour. Ça veut dire de ne pas tenir compte des interventions non intelligentes des autres, par exemple. Autrement dit, des interventions qui ne coïncident pas avec son plan. Il faut être décidé à 200%. Sinon, ça ne fonctionnera pas. L'un de mes professeurs de musique, à Longueuil, lorsque je demeurais à Longueuil, me disait, lorsque tu vas me jouer ton morceau samedi prochain, parce qu'il venait chez nous donner des cours, eh bien, il va falloir que tu le saches à 200%. Parce que, évidemment, sur le coup, avec l'émotion du professeur et tout ça, on perd beaucoup de qualité. Ben, c'est un peu la même chose lorsqu'on part un projet, lorsque on décide dans sa vie de devenir le meilleur, non pas pour exploiter les autres, mais pour servir, eh bien, il ne faut plus se laisser interrompre par des bavardages quelconques. Il faut se lancer dans la course et, en plus de ça, évidemment, aller plus que le maximum de l'énergie qu'on peut donner. Alors, vous avez un maire ici qui a été une image, bon, évidemment, vous pouvez voter pour ou contre, ça ne me dérange pas, mais qui a été une image extraordinaire de cet homme d'action, de cet homme décidé. On a parlé de Maurice Duplessis aussi, j'ai eu le plaisir de connaître sa secrétaire assez intimement.
Et c'était aussi un homme d'action. On le voit aussi reprocher d'être un dictateur, mais c'était surtout un homme d'action, un homme décidé dans une direction donnée. Voilà ce qu'il faut pour devenir, et là j'utilise un mot qui n'est pas tellement approprié, plutôt pour être le meilleur, il faut cette détermination, il faut cette discipline, il faut cette décision inébranlable d'aller dans la direction qu'on a choisie. Et c'est ça qui manque, c'est ce feu. Au départ, on l'a le feu. C'est ce que M. Drapeau disait hier. C'est facile d'amorcer un projet. Ce qui est difficile, c'est de le finir, de le compléter. Ça, c'est une phrase qui m'a beaucoup marqué, surtout avec tous les problèmes qu'on a actuellement avec certains projets dans lesquels je suis impliqué, parce que, évidemment, on a l'impulsion de départ. C'est facile parce que il nous arrive des choses, on nous aide, il y a une assistance, etc. Quand le projet est démarré, par exemple, là, habituellement, le feu se descend un peu, puis on se laisse aller, puis finalement, ça se termine en queue de poisson. C'est là qu'il faut maintenir constamment l'impulsion. L'impulsion qui permet à l'individu, après le premier pas, de continuer, le deuxième pas de continuer, malgré les embûches, les obstacles, de continuer. Et alors là, l'état de meilleur, si on veut, l'état aristocratique est atteint. Et là, vous devenez un aristocrate parce que vous avez été en mesure d'émettre un feu créateur pour constituer un projet et de le mener à terme. De telle sorte que vous aviez au départ un potentiel et qu'à la fin, vous avez une énergie dynamique qui peut être utilisée pour d'autres projets, ainsi de suite. Alors, c'est très, très important, cela, la façon dont on s'implique à l'intérieur d'un domaine que l'on a choisi. Alors, ça peut être un domaine très multiple, ça peut être d'éditer un petit journal local dans un secteur de sa ville. Ça peut être de contribuer au conseil municipal. Ça peut être de garder les enfants de la voisine qui travaillent à tel endroit, etc. Ça a alors une multitude de dimensions, mais c'est d'être constant, d'être décidé et d'être à 100% dans ce que l'on fait. Pas faire quelque chose en pensant à tel autre aspect ou en se disant ça c'est seulement une étape, je vais sûrement un jour être meilleur. Pas ça. C'est d'être le meilleur ici et maintenant, hic et nunc. Hein? Vouloir se dire bon mais là je fais quelque chose qui n'est pas important, mais un jour je serai meilleur que ça. Ça c'est la pire des calamités qu'on puisse faire. Il faut, lorsque on réalise un projet, être dans ce projet, dans le moment même où est vécu ce projet, là être le meilleur. C'est-à-dire, si c'est de garder des enfants, c'est de les garder le plus parfaitement possible. Si c'est de faire son petit journal, c'est de le faire le plus parfaitement possible et pas avoir l'ambition de publier un journal qui serait à l'échelle provinciale. Parce que il y en a déjà un journal à l'échelle provinciale. Laissez les éditeurs provinciaux faire leur travail. Puis si vous avez un petit journal de classe, eh bien, prenez votre petit journal de classe et puis développez-le pour qu'il soit le meilleur petit journal de classe. Alors, c'est aussi accepter et intégrer sa propre fonction et se dire, dans l'engrenage, il y a des grosses roues puis il y a des petites roues. Mais c'est des roues. Bon, l'important, c'est d'être une roue dans l'affaire. C'est pas d'être une grosse roue, d'une petite roue, d'être bien peinturée ou mal peinte. Ce qui est important, c'est d'être la roue et que l'engrenage roule. Alors, lorsqu'on est une petite roue, on est la meilleure petite roue. Et lorsqu'on est une grosse roue, on est la meilleure grosse roue. Et c'est tout. Et on ne se dit pas en étant la petite roue, mais un jour je serai meilleur, je serai une grosse roue. Être meilleur, ce n'est pas être en dehors de sa forme. Être meilleur, c'est arriver à la perfection de sa forme. Alors ça, c'est une notion grecque en philosophie qui veut que pour que l'homme atteigne son bonheur, il doive réaliser sa forme. Alors la forme d'un animal, c'est telle fonction d'un animal. Un fourmilier, c'est de manger des fourmis. La forme de l'homme, c'est d'arriver à l'expression de son intellect, de son logos. Bon, c'est des classifications grecques, peu importe. Mais ce qui est intéressant, c'est de dire, avec les Grecs, que pour atteindre le bonheur, il faut atteindre la pleine réalisation de sa forme, c'est-à-dire l'énergie qui représente notre fonction dans le monde. Alors, vous naissez avec une qualité particulière, soit manuelle, soit intellectuelle. Il s'agit d'exploiter cette capacité. Et le bonheur, vous ne le trouverez pas en considérant que d'autres pelouses chez le voisin sont plus vertes. Mais en acceptant que la fonction que vous avez, de par les capacités qui vous sont données, et par les potentialités que vous pouvez développer, cette fonction-là, eh bien, si elle est poussée à son niveau de perfection, elle devient le meilleur. Et alors, si vous, par exemple, on peut prendre un exemple concret, vous naissez avec des dispositions et une condition sociale qui fait en sorte que vous vous retrouvez bouché, avec une boucherie, eh bien, c'est très bien. Et vous allez être le meilleur
vous allez atteindre la perfection dans votre art de boucherie. Vous allez faire des et dans une autre. C'est pourquoi je vous disais que je critique la démocratie qui émet justement l'idée qu'un citoyen, pour être meilleur, il doit être dirigeant. Alors, on prend des citoyens médiocres, et puis en les mettant au poste de députés ou de ministres, ils deviennent meilleurs. Vous pensez qu'ils deviennent meilleurs? Pas du tout. Ils sont tout aussi médiocres, mais ils sont médiocres dans une fonction qui ne leur appartient pas en plus. Alors, c'est une pire médiocrité, très, très souvent. Je vous dis pas que c'est tous des cas comme ça, bien sûr. Eh bien, c'est un peu dans ce sens-là. Être le meilleur, quand on est citoyen, c'est d'être un bon citoyen et de respecter l'État. C'est pas d'être le chef de cet État. Être le meilleur lorsqu'on est boucher, c'est d'être un bon boucher. C'est pas d'être quelqu'un qui fait de l'abalage. Eh bien, c'est cela dans toutes les fonctions de la vie de l'homme. Mais la psychologie moderne, l'idée de démocratie qui veut que tous aient toutes les fonctions, eh bien, tranquillement, ça fait en sorte que lorsqu'une fonction sur le plan extérieur est plus dorée et a un plus beau lustre, eh bien, on se dit c'est une meilleure fonction. Et on essaie à faire tous les moyens de l'acquérir. Et qu'est-ce que ça fait? Eh bien, on est dans une société comme aujourd'hui, une société où il y a très peu de traces de bonheur. Il n'y a pas de bonheur dans notre société. Il y a de la douleur, il y a de la souffrance, il y a de la disharmonie, il y a des conflits intérieurs, il y a des conflits extérieurs, parce que les gens n'acceptent pas leur forme, n'acceptent pas leur fonction, ne poussent pas leur fonction au maximum, donc n'atteignent jamais la réalisation de leur forme, pour parler en métaphysique grecque, et n'atteignant pas la manifestation de leur forme, la plénitude de leur forme, ils n'ont pas le bonheur. Si notre boucher tout à l'heure était resté boucher, et qu'il avait perfectionné sa technique, eh bien, il aurait été un boucher heureux. Et là, il est un abatteur malheureux. Si notre citoyen de tout à l'heure était resté un citoyen de l'État et qu'il avait contribué au bien-être de son quartier où il était en faisant des améliorations à son niveau, il aurait été un citoyen heureux. Alors qu'il est là un ministre malheureux, déprimé, qui est obligé de se bourrer de médicaments, de pilules pour pouvoir assister aux sessions du comité ministériel. Alors c'est un peu à ce niveau-là que la réflexion autour du concept de meilleur doit être orientée. Il faut faire très très attention de ne pas identifier le concept de meilleur à une fonction autre que la sienne. C'est là que le piège finalement est extrême et c'est là qu'on est conduit tôt ou tard au malheur parce que lorsqu'on dévie de sa forme, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on appelle les lois de la destinée. Je m'excuse de faire référence à une terminologie ésotérique liée à l'âme, mais lorsque on dévie donc de cette forme, les forces de la destinée, ou les anges de la destinée, ou les énergies qui ont construit notre programme de vie, notre plan de vie, interviennent. Nécessairement, elles interviennent parce que déviant d'une loi que l'on a adoptée avant son incarnation, cette déviation entraîne le même processus que dans notre législation humaine. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Il y a une loi, par exemple, de ne pas passer sur un feu rouge. Quand on passe sur le feu rouge, on est arrêté par la police. Il y a peu de police sur le plan matériel. En haut, il y en a beaucoup. Bon, ce qui fait qu'on risque pas de passer tout droit. Mais lorsqu'on se fait arrêter par la police, qu'est-ce qui se passe? La police nous arrête. Hein? On dévie, la police nous arrête. Elle fait en sorte qu'on retourne dans le droit chemin. Personne se met à voler, on l'emprisonne. Tant qu'elle ne vole plus. Donc, on l'oblige à nier sa négation. Ça, c'est le principe de la législation moderne, qui est d'ailleurs un principe relativement intéressant. Bon, il y aurait des adaptations à faire, c'est sûr. Mais dans les plans de la destinée, dans les plans invisibles, dans les plans célestes, c'est la même chose. Vous déviez du plan originel de votre incarnation, il y a une force, une police de l'espace, prendre le terme de Jean Miguel. La police de l'espace arrive, vous emprisonne ou alors vous remet sur la bonne direction. C'est ça la souffrance, la douleur que vous avez à subir dans cette réorientation de votre vie. Tant que la police de l'espace n'intervient pas, je m'excuse pour le langage imagé, tant que la police de l'espace n'intervient pas, vous avez le malheur. Vous êtes dans le malheur, évidemment, puisque vous ne pouvez pas atteindre le meilleur, vous n'êtes plus dans la sphère qui vous aurait permis de vous exprimer. Alors, vous êtes malheureux, vous doutez de tout, vous ne savez plus si vous devez aller à droite ou à gauche, ainsi de suite. Lorsque la police de l'espace intervient, vous redresse, vous souffrez. Parce que lorsque vous avez une colonne vertébrale toute croche, vous allez voir un spécialiste, un docteur en chiropratique, des choses comme ça, tranquillement, il peut réorienter, redresser cette colonne, vous allez souffrir, avoir des maux terribles de dos. Alors, lorsque vous voulez réorienter votre vie, eh bien, la souffrance, évidemment, va faire grincher les vertèbres.
petit peu imagé, disons, mais va faire grincher les vertèbres jusqu'à ce que vous ayez rendu droite les voies du Seigneur. Hein. Là, je m'en vais dans la terminologie biblique. Alors, vous rendez droite les voies du Seigneur, et puis là, vous retrouvez votre forme et vous obtenez le bonheur. Alors, dans la question du meilleur, il y a la question du bonheur qui est là, et la question du malheur. Regardons notre propre vie et essayons de voir si on est heureux ou malheureux. Si on est heureux, bon, c'est que on est en train de réaliser le meilleur dans la sphère de notre activité. Si on est malheureux, c'est qu'on a dévié et qu'on doit retrouver le pourquoi nous sommes sur cette terre. Et ça se fait évidemment dans toutes sortes de préambules, de déambulations ici et là, mais tôt ou tard, on revient à cette origine. On revient à la raison ultime qui a fait qu'on est venu au monde. Parce qu'on est venu au monde avec un programme. Lorsqu'on est né, qu'est-ce qui s'est produit? Avant même que l'on naisse, lorsque le zygote s'est créé dans l'utérus maternel, c'est-à-dire lorsque le spermatozoïde et l'ovule sont rencontrés, eh bien, lorsque le zygote est né, et tranquillement c'est développé par division interne, morula, blastula, etc., mais dès ce moment-là, il y a un programme qui s'est établi. C'est-à-dire qu'une des chaînes de l'ADN qui venait du père et l'autre qui venait de la mère se sont unies, et à partir de ce moment-là, il y a un programme qui a fait qu'aujourd'hui, vous avez les yeux de telle couleur, le nez de telle longueur, les doigts de telle longueur, la telle couleur de peau, telle capacité intellectuelle, etc. Ça vient tout d'un programme. Si, sur le plan matériel de notre naissance, on a un programme, et qu'on admet que même avant notre naissance, et à un moment, je dirais, antérieur à notre propre existence, alors que seulement 2 brins d'ADN se rencontrent, c'est quand même assez phénoménal. Si on considère que au moment où 2 brins d'ADN sur les plans microscopiques se rencontrent, on est déjà déterminé sur une foule de plans, que ce soit au niveau mental de capacité, ou que ce soit simplement dans notre manière de marcher, dans la longueur de nos jambes, du fait qu'on a une jambe plus courte ou plus longue, eh bien, si déjà ça c'est présent, si la couleur de nos yeux est déjà déterminée, et ça c'est le plan matériel, c'est la dimension basse sur les plans vibratoires de la création, eh bien, on est obligé à plus forte raison d'admettre qu'au moment de notre naissance, on avait un programme, je vous dirais, spirituel ou un programme de vie qui fait en sorte qu'on part d'un point qui est en relation avec notre âme, parce que je vais revenir constamment ce soir avec cette découverte de ce matin, alors, qui est en rapport avec notre âme, c'est-à-dire avec l'accumulation de notre passé, pour une manifestation dans notre corps, c'est-à-dire une intégration dans le présent, afin d'en arriver éventuellement à devenir ce que certains conférenciers vous connaissez bien appellent l'homme-esprit, c'est-à-dire à devenir dans une relation future plus ou moins lointaine, un être en qui se sera intégré toutes les dimensions de ce qu'on appelle l'esprit. Et ce travail-là, il est fait à travers, bon évidemment, je vous dis pas qu'on a un programme de vie qui va jusqu'à compter le nombre de litres d'eau qu'on boit par jour, mais je vous dis que le programme de vie est suffisamment établi pour qu'on ait justement un secteur dans lequel on doit atteindre le meilleur. Et ce secteur dans lequel on doit atteindre le meilleur, eh bien, il est parfaitement identifiable dans la mesure où on s'écoute, dans la mesure où on essaie de retourner à cette origine qui nous a donné existence sur les plans intime et qu'on essaie de situer avec ce que l'on a déjà développé, dans quelle direction on doit aller. Il y en a qui le font avec des méthodes extérieures, exotériques, parce qu'ils sont pas capables d'entrer en eux-mêmes et puis de sentir ce plan de vie. Alors, ils prennent une carte du ciel, prennent le moment de leur naissance, le moment de la première respiration, puis là, ils regardent les maisons, les signes, les planètes, et puis ils voient à peu près dans quelle direction ils se sont orientés. L'astrologie est une science sacrée extraordinaire, que j'utilise d'ailleurs de plus en plus, mais pas psychologique, des choses comme ça, mais pour un développement ésotérique. Et dans la carte du ciel, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve exactement le programme sur les plans subtils d'énergie, le programme, la carte perforée d'ordinateur que l'on va retrouver sur les molécules d'ADN. Sauf que, dans l'ADN, ça se réfère à une organisation, disons, éthérico-chimique particulière, alors que dans la carte du ciel, c'est les dimensions du mental, c'est-à-dire comment la chaîne d'ADN du mental n'existe pas sur le plan matériel. Elle est constituée par une trame zodiacale et planétaire, de telle sorte que, selon la position de certaines planètes en rapport avec le zodiaque et en rapport avec beaucoup moins cependant, puisque c'est un peu une invention de l'homme, les maisons astrologiques, eh bien, il y a programmation génétique du corps mental. Et le corps mental a une capacité de développement et un potentiel très déterminé et très fixé par ce programme astrologique. De la même manière, le corps émotionnel est développé selon un programme génétique astrologique, de telle sorte que dans ce programme astrologique, on peut percevoir le type de sentiment qu'une personne pourra exprimer, le type d'émotion qu'elle pourra exprimer, la manière dont elle les contrôlera, ses émotions et ses sentiments. Et lui donner même des moyens pratico-techniques
pour en arriver à exercer au niveau de son émotionnel une certaine épuration et un certain contrôle. Et on va retrouver donc dans ce programme aussi certaines dispositions au niveau de l'éthérico-chimique, mais qui sont déjà imprégnées, à mon avis, dans la chaîne d'ADN. Sauf qu'on n'est pas capable de le lire dans la chaîne d'ADN, alors on va le lire dans la chaîne de planètes, de l'ascendant, du soleil, de la lune, des choses comme ça. Mais c'est déjà présent de manière plus subtile, et un jour la science le découvrira dans la chaîne d'ADN. Tout ça, je vous dis ça, tout ça pourquoi? Parce que ce soit par l'astrologie, que ce soit par le tarot, sujet de notre séminaire d'aujourd'hui à Sherbrooke, que ce soit par différents modes de ce genre, l'homme cherche quoi en fait? Il cherche à être le meilleur, je suis d'accord, mais il cherche surtout sa destinée. Il cherche surtout ce qu'il est, hein? D'où il vient, qui il est et où il va. Sachant d'où il vient, qui il est et où il va, à savoir, ayant intégré son âme, son corps et son esprit, eh bien, étant en mesure donc de répondre à ces trois questions, il peut atteindre l'état de meilleur, l'état aristocrate, et il peut aussi, d'une certaine manière, acquérir le bonheur. Mais s'il ne répond pas aux questions fondamentales, d'où viens-je, qui je suis et où je vais, il n'y a pas question pour lui d'atteindre ni le bonheur, ni d'être le meilleur, parce qu'il ne saura jamais dans quel secteur il doit être le meilleur. Alors, avant de vouloir ou d'être le meilleur, il faut se connaître. Avant de se connaître, il faut connaître son âme. Et après s'être connu, il faut connaître celui qui vient. Et si on est en mesure d'appréhender cette connaissance, non pas de manière intellectuelle, en le lisant dans une encyclopédie, mais de manière vivante, c'est-à-dire en le vivant dans une relation amoureuse et intuitive, à partir de ce moment-là, on réalise sa forme, et à partir de ce moment-là, on est heureux, et à partir de ce moment-là, on n'est pas gêné de dire « je suis le meilleur dans tel secteur », parce que c'est normal, je suis né pour être le meilleur dans ce secteur-là, je suis né dans cette maison pour être le meilleur dans telle fonction. Que ce soit d'écrire un concerto pour piano ou que ce soit pour laver la vaisselle. Je peux être le meilleur en lavant la vaisselle. Hein? Puis je peux être le meilleur en développant un concerto pour piano. Je peux être le meilleur en changeant la couche de mes enfants. C'est ça qui est important. Mais si vous pensez que changer la couche de votre enfant, vous allez être meilleur en allant laver les planchers d'une taverne, vous pouvez aller laver le plancher de la taverne, vous allez être malheureux. Hein? C'est comme beaucoup de personnes qui refusent leurs fonctions, par exemple des fonctions au niveau de la famille ou n'importe quoi, qui s'en vont vers d'autres fonctions, sont malheureux. Hein? Moi, j'ai une tante, je prends toujours des exemples, vous c'est la belle-mère, moi c'est la tante, mon cousin qui est dominicain. Mais j'ai une de mes tantes qui était dans une situation particulière à un moment donné, puis qui a commencé à travailler à l'extérieur de la maison. Et puis, au moment où il a commencé à travailler, bon, elle voulait évidemment travailler à l'extérieur de la maison. Pourquoi? Parce que elle était qu'une femme, une reine du foyer. Et quand on est une reine du foyer, il faut être meilleur. Puis être meilleur, c'est travailler à l'extérieur, parce que quand on travaille sans salaire, on vaut rien. Et quand on travaille avec un salaire, là, on vaut quelque chose. Alors, elle travaille sans salaire dans sa maison, mais elle vaut rien. Donc, elle décide d'aller travailler à l'extérieur pour valoir quelque chose. Elle va aller travailler à l'extérieur, qu'est-ce qui se produit? Elle est malheureuse. Parce que le matin, ça lui tente pas d'aller taper, puis de s'enfler les doigts sur son dactylo. Hein? Le matin, ça lui tente pas de sortir lorsqu'il y a une tempête de neige, lorsque c'est glissant, ainsi de suite. Elle est malheureuse. Bon, elle est malheureuse parce que lorsqu'elle revient chez elle, son ménage est pas fait. Son ménage n'est pas fait, il y a de la poussière partout. C'est une femme qui est dans la famille de ma mère, et la famille de ma mère sont des femmes excessivement exigeantes au niveau des travaux ménagers. Il ne faut pas qu'il y ait un grain de poussière sur une table, sinon c'est la catastrophe. Alors évidemment, il y a de la poussière sur ses meubles. Alors, elle est malheureuse. Elle est tellement malheureuse qu'elle est obligée de faire le ménage. Elle fait le ménage le soir, mal dans le dos. Elle a travaillé toute la journée, là, il faut qu'elle fasse son ménage. Elle est malheureuse 2 fois plus. Hein? Alors elle s'est dit, ça n'a pas d'allure, je vais m'engager une femme de ménage. Elle s'engage une femme de ménage, le lendemain elle arrive, il y a de la poussière sur les cadres, n'est pas passée sur les cadres. Il y a de la poussière sur les tringles, n'est pas passée sur les tringles. Il y a comme une espèce de poudre dans le miroir de la salle de bain. Elle se rend compte qu'elle a pris de la poudre pour laver le miroir, puis elle l'a pas rincé. Elle est malheureuse, sa femme de ménage travaille mal. Bon, et il y a un enchaînement comme ça de malheur. Pourquoi? Parce qu'elle est sortie de sa forme. Elle est sortie de là où elle était la meilleure, dans sa maison, parce que c'était une femme, justement, d'intérieur, qui exprimait des qualités extraordinaires, inégalées chez d'autres, pour faire le ménage, et pour faire ses fonctions. Et elle était tellement exigeante là-dessus, qu'elle ne pouvait pas être heureuse si un autre le faisait. Alors vous vous rendez compte? Évidemment, elle a été la meilleure, parce qu'elle a gagné de l'argent, mais elle a été la meilleure au prix, justement, de son malheur perpétuel. Alors c'est une image, vous allez me dire, très stéréotypée, etc. Tant pis, c'est l'image que j'avais. Mais c'est quand même une image qui illustre le principe. Vous pourrez en trouver un qui est plus adapté à vos convictions personnelles, si cela convient. Mais c'est essentiel, à mon avis, de bien comprendre cette notion, justement, du meilleur et de la place qu'on occupe dans la vie. Vous pouvez prendre votre verre d'eau, là. C'est pas la meilleure, mais vous étiez prédestiné, alors j'espère qu'elle fera votre bonheur. J'ai une question en 2 volets à vous poser. Quel est le meilleur conférencier du monde et des environs?
Et deuxièmement, comment se fait-il que ça soit vous? Vous savez combien j'aime parler de ces choses-là? Être le meilleur dans un secteur particulier, c'est respecter sa forme. Respecter sa forme, c'est accepter de fonctionner à l'intérieur d'une limite vibratoire, d'un cadre qui nous a été imposé par notre âme et qui coïncide avec les plans de notre esprit. Si on accepte ça, on est le meilleur. Être le meilleur n'a pas de relation avec une notion de comparaison. Ce qui fait que ce que vous venez de poser comme question, si j'étais un ordinateur, je vous répondrais que c'est une question mal formulée, puis de la reformuler. C'est-à-dire que la question est irrecevable dans le sens où vous mêlez un concept, vous déviez un concept en faisant croire que le concept de meilleur est un concept de comparaison. Voilà le problème de certains de nos systèmes d'éducation, par exemple. C'est ce qui amène le syndrome de Salieri, la comparaison. La comparaison. Pourquoi? Dans nos systèmes d'éducation, prends cet exemple-là. Être le meilleur dans la classe, c'est quoi? C'est d'avoir la plus grosse note. Hein? C'est une relation, une notion de meilleur qui est comparative à d'autres. C'est une illusion. Parce que si moi, j'ai, à l'intérieur d'une classe, à donner une certaine quantité d'énergie qui me permet d'avoir la note de passage, et que je n'ai pas à mettre davantage d'énergie dans ce secteur parce que l'univers est géré par la loi du moindre effort, qu'on n'a pas le droit de gaspiller l'énergie, et que j'ai d'autres secteurs à développer, je suis le meilleur en ayant la note de passage. Si, par exemple, vous désirez être reçu à l'université en médecine, ou en médecine vétérinaire, ou en oculisme, ou des choses comme ça, eh bien là, être le meilleur, ça va signifier, parce que votre forme est de devenir médecin à l'intérieur d'un système d'éducation erroné qui se base sur des notes, eh bien, être le meilleur, ça va nécessiter que vous ayez 95% de moyenne générale, de code Z. Une code Z très importante. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez travailler en fonction de ça. Être le meilleur dans une discipline, donc, académique, c'est de remplir cette discipline académique, non pas en comparaison avec les autres et en se dire « je suis 98 dans le rang centile », ça n'a aucun sens. Hein. Ce n'est pas d'être 98 dans le rang centile, c'est d'exprimer ce que l'on a à exprimer. Et des gens, être à la note de passage, ça peut être très bien. Des gens en bas de la note de passage, ça peut être très bien. Parce qu'éventuellement, il y a des gens qui n'ont pas à poursuivre des études dans certains secteurs, qui n'ont pas à développer ça et qui seraient malheureux à l'intérieur de ça. Alors, être le meilleur conférencier dans un secteur donné, c'est quoi? C'est d'exprimer le plus pleinement possible sa forme. Et ça n'a aucune espèce de rapport, de relation, de comparaison avec quiconque à côté. Alors, votre question est vicieuse dans le sens où elle implique une comparaison à l'autre, parce que lorsque vous faites une comparaison à l'autre, qu'est-ce qui se passe? Vous comparez des bananes avec des oranges. Vous me direz toujours que ce sont des fruits et qui ont une base de comparaison. Je suis d'accord avec vous, mais même si c'est des fruits, lorsqu'on va aller un peu plus loin dans le catalogage, on est bien obligé d'avouer qu'une banane, c'est une banane, puis une orange, c'est une orange. Si vous mangez une banane puis que vous vouliez une orange, vous n'avez pas le même effet. Puis si vous buvez un jus d'orange puis que vous vouliez manger une banane, vous allez voir que c'est pas le même effet du tout. Bon. Alors, au niveau des fruits, est-ce que vous allez regarder la banane et vous dire, est-ce que cette banane est meilleure que l'orange? Si vous posez la question, eh bien, les gens vont vous dire c'est une question de goût. Hein? Tout de suite, ils vont vous référer à un autre point de référence parce que c'est insoutenable comme question. C'est intenable comme question de se dire, dans l'absolu, est-ce qu'une banane, c'est meilleur qu'une orange? Alors, ils vont vous dire, dans l'absolu, c'est pas possible. Ils vont même être effrayés par la question parce que ça vient perturber tout le mental de l'homme. Alors, ils vont vous dire, oui, mais c'est une question de goût. Attention, c'est une question de goût. Ça dépend de votre goût. Ils vont mettre un point de référence à l'extérieur parce que justement, on réalise de manière très inconsciente que la notion de meilleur ne peut pas être sur une base comparative. Pourquoi? Parce que la forme est différente. Alors là, je ne sais pas qui là-dedans est la banane ou l'orange, mais la forme étant différente, et essentiellement, lorsque vous exprimez pleinement, vous êtes une banane mûre, hein? Bon, lorsque vous exprimez pleinement la banane dôle dans son degré de mûrissement parfait, ou lorsque vous exprimez dans la façon la plus merveilleuse l'orange sun-kiss, hein? Pas de pépins, etc., vous êtes le meilleur. Mais vous êtes une orange sun-kiss et puis l'autre est une banane dôle. Alors, vous vous respectez en tant qu'orange, en tant que banane, mais vous avez la force de dire, en tant que banane, je suis la Cadillac des bananes, ou je suis la Cadillac des oranges. Bon. Alors, c'est un peu à ce niveau-là. Autrement dit, c'est une question interne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à quelqu'un, tu es meilleur que ceci ou tu es meilleur que cela. C'est toujours en rapport avec le degré de bonheur de l'individu. Regardez les gens. Si les gens sont heureux, parce qu'ils sont meilleurs, parce qu'ils ont atteint une certaine intégrité de leur fonction, et parce qu'ils sont pleinement imprégnés de cette fonction. S'ils sont malheureux, parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, ils ne sont pas les meilleurs, là. Bon. C'est au niveau de ce bonheur interne, de cette harmonie interne, du fait qu'un individu est capable de passer à travers la vie
avec un sourire, avec un certain dynamisme, avec une certaine harmonie, là, vous êtes certain que c'est le meilleur dans cette catégorie. Alors, la comparaison, c'est très, très fallacieux comme jeu. J'aime bien que vous posiez la question, et d'ailleurs, vous l'avez fait pour ça. Ça ouvre tout un autre champ d'horizon de la question d'être le meilleur, qui n'a rien à voir avec le fait d'être comparé à un autre individu. Et ça, j'espère qu'un jour, on arrivera à développer ça à l'intérieur des systèmes d'éducation. Là, déjà, beaucoup dans les écoles collégiales, où on affiche les notes, mais en enlevant les noms des gens. C'est très bien. Et tôt ou tard, on devra le faire dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires. Moi, j'ai eu le problème un peu inverse. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont très complexés lorsqu'ils vont à l'école parce qu'ils sont dernier classe ou ils n'ont pas des bonnes notes, ainsi de suite. Moi, j'ai eu le contraire. J'ai été complexé parce que j'étais le premier de classe au primaire et au secondaire. C'est fatigant, surtout au primaire, alors qu'on faisait des travaux en équipe, les gens voulaient s'associer, non pas parce que c'était des gens qui riaient de moi dans la cour d'école. Lorsqu'on était dans la classe, ils voulaient absolument être en équipe avec moi. Vous savez qu'ils foutraient rien puis moi, je ferais le travail. Puis qu'il y aurait une bonne note. Hein? C'était des gens qui, dès qu'on sortait de la classe, riaient de moi pour une raison ou pour une autre, bon, et ainsi de suite. Ce qui fait que c'est pas plus drôle être le dernier de classe qu'être le premier de classe. L'idée de comparaison est affreuse pour l'homme. On a cru que c'était une notion de dépassement, puis qu'en se comparant à l'autre, on serait capable d'aller toujours plus loin, de dépasser soi-même. On se dépasse pas soi-même lorsqu'on se compare à l'autre. On dépasse l'autre. Hein? Et on développe une attitude de compétition qui devient une attitude combative, tout à fait contraire à la réalité de l'homme, et on finit par croire ces absurdités de la démocratie moderne, qu'il faut dépasser les autres, puis être au pouvoir, puis être le meilleur dans ce sens-là. Ben, d'où ça vient cette idée fallacieuse? Ben, notre système d'éducation. Parce que les jeunes, lorsqu'ils entrent dans le système d'éducation, sont des gens qui sont bien, qui sont encore une matière vierge, mais on les programme avec des concepts et avec des notions de compétition qui sont tout à fait contraires à l'évolution de l'homme. Et on les programme progressivement à être des hommes qui toute leur vie seront malheureux. Les gens qui sortent d'un système d'éducation où on leur a dit « Oui, mais t'étais combien? Qu'est-ce que c'était ton rang 5e? Qu'est-ce que c'était ton rang centile? Il faudrait bien que le mois prochain, tu sois rendu à 80 ou si t'étais à 70, tu sois rendu à 90. » Eh bien, si on est et on croit et on conscientise des choses comme ça, eh bien, tranquillement, on fait des gens qui, dans la vie de tous les jours, lorsqu'ils sortiront de l'école, seront malheureux. Moi, j'ai un professeur de mathématiques qui m'a dit au séminaire de Sainte-Trinité ici à Saint-Bruno, en secondaire 3, c'était la fin pour moi de l'étude dans le sens où je l'avais vécu jusqu'à ce moment-là, c'est-à-dire une étude où il fallait justement avoir des très grosses notes. Il m'a dit, avec le QI que tu as, tu devrais être 15% en haut de la moyenne en mathématiques. À partir de ce moment-là, j'ai descendu toutes mes notes. Et toutes mes notes ont baissé. Et vous pouvez vérifier, à partir de secondaire 4, secondaire 5, le cégep, je n'ai plus du tout les notes que j'avais avant. D'ailleurs, je commençais à m'intéresser à l'ésotérisme à ce moment-là, ça m'a transformé, hein, parce que ça m'a donné un coup en plein. J'ai dit, oui, moi, je dois arriver à un résultat. Et évidemment, quand on m'impose quelque chose, vous êtes sûr, je le ferai pas. Je dois arriver à un résultat, moi, en comparaison avec des gens, avec des moyennes. Ça n'a pas marché du tout, hein. Et puis là, j'ai pas eu jamais ce 15, j'ai eu très proche de la moyenne, d'ailleurs, générale, très souvent. Parce que je considérais que non seulement c'était immoral d'aller dire ça à un étudiant, et c'est ça qu'on dit à toutes sortes de niveaux, hein. Le père ou la mère qui va recevoir le bulletin va dire « Oui, mais tu penses pas que t'es pas plus intelligent que ça? Tu devrais pas au moins être dans les 8 premiers, dans les 10 premiers, ainsi de suite. Hein? » Eh bien, de dire ça à quelqu'un, c'est de le mettre sur une fausse piste. Parce que c'est de l'orienter sur un rapport toujours extérieur à lui-même. Et à partir de ce moment-là, cet homme ne se fixant plus un but par rapport à ce qu'il est, par rapport à sa propre fonction, par rapport à ce qu'il doit réaliser, qui n'est pas nécessairement d'être un mathématicien, mais qui peut être d'être un philosophe ou un théologien, eh bien, lorsque vous lui imposez comme ça un schéma de référence extérieur, d'abord, il devient malheureux parce qu'il est obligé de faire des mathématiques qui ne l'intéressent pas du tout parce qu'on lui a dit qu'il fallait qu'il ait une telle note, et ensuite, il perd tranquillement la notion de sa raison d'être. Et un jour, peut-être, il va s'inscrire à l'université en mathématiques parce qu'il était fort en mathématiques. Et l'orienteur va lui dire, t'es fort en mathématiques, va-t'en en mathématiques. Et pendant 50 ans, il sera dans une faculté à l'université en mathématiques où il aura des périodes où il devra se retirer de l'enseignement parce qu'il sera malheureux et déprimé. Alors que si on lui avait pas dit ça, eh bien peut-être qu'aujourd'hui, il sera un théologien heureux, assis à fumer sa pipe devant le foyer avec un verre de cognac. Eh bien, c'est là que ça se joue. Et puis c'est à la base, avec les enfants, et évidemment, il y a beaucoup de parents ici ce soir, c'est avec les enfants qui sont les
les responsables futurs et qui sont des gens qui sont en train de se préparer à une conception nouvelle, peut-être presque supramentale du concept de meilleur, c'est à eux qu'il faut l'inculquer parce que déjà, à notre âge, c'est difficile. Pourquoi on fait tant d'ésotérisme, tant de conscientisation, tant de PMC et tant d'ajusteurs de pensée qu'on recherche? Pourquoi on les recherche tant, ces ajusteurs de pensée? C'est parce qu'on a été désajusté, hein? Parce qu'on n'a pas besoin d'ajusteurs de pensée lorsqu'on est ajusté. Alors on est obligé de passer des décennies de notre vie actuellement à se reprogrammer et à se développer et à être en quête de son moi et puis à se dire où suis-je? Hein? Bon, pourquoi on se pose la grande question où suis-je aujourd'hui? C'est parce que là où on était autrefois, on nous a déplacés. C'est simple. Bon. Eh bien, si on ne veut pas que les jeunes soient obligés de s'ouvrir des écoles ésotériques puis de chicaner puis de se jalouser comme on le fait aujourd'hui dans nos écoles, eh bien, il faut tout de suite leur donner un principe d'éducation qui, dans l'avenir, va les soutenir dans une démarche qui ne nécessitera pas de thérapie. Parce que les écoles Rose-Croix, les écoles martinistes, les écoles franc-maçonniques, le PMC au centre de l'universalité, ce sont des thérapies, ce sont des organisations de thérapeutes parce que les gens sont malades. Mais si les gens sont malades, c'est parce qu'on les a coupés du courant de la vie et on est obligé, donc, je le répète, de passer de nombreuses années de sa vie à essayer de se rebrancher. Alors, s'il faut faire très attention et la responsabilité primordiale que nous avons, c'est de développer ce concept du meilleur, ce concept de la progression, non pas par rapport à un idéal de comparaison extérieure, mais par rapport à une propre dimension interne qu'on essaie de laisser s'exprimer chez un individu. Hein? Vouloir trouver l'orientation d'une personne, hein? Comme ça se fait évidemment à la fin du secondaire. On fait pas ça avec un bulletin, on fait pas ça avec des réflexions de ce genre, avec des tests d'aptitude. Quand on veut chercher une direction de soi-même, on permet à l'individu de s'écouter un instant. Non, on l'étourdit. On l'étourdit, on lui propose toutes sortes de choses, on lui dit « Tu t'en iras pas en philosophie, voilà ce qu'on m'a dit. Tu t'en iras pas en philosophie, il n'y a aucun poste, pas d'emploi. » C'est pas possible, c'est pas pensable de t'en aller à une faculté de philosophie, de passer 4 années ou 5 années de ta vie à étudier à l'université, puis ensuite d'être un chômeur diplômé. C'est ça qu'on m'a dit. Hein? Et puis un autre qui était poli m'a dit « Mais c'est pas possible de gaspiller ton intelligence pour être un bon scientifique, puis tu vas être un philosophe. » Ben c'est ça. On essaie d'amener un bourdonnement tout autour des gens pour qu'ils n'entendent pas l'appel. Encore une fois, notre affaire de téléphone de notre ami Bernard, l'appel intérieur dans une direction. Si on permet aux jeunes, c'est ce que les écoles Steiner et d'autres écoles tentent de faire, si on permet aux jeunes d'entendre en lui cet appel, qu'on ne met pas toutes les autres considérations inutile tout autour, parce que l'argent, c'est pas utile, c'est le bonheur qui compte. Et puis qu'on laisse la personne s'exprimer et être le meilleur dans sa discipline, à partir de ce moment-là, on atteint le bonheur. On atteint une civilisation équilibrée et on cesse d'être dans cette civilisation tout à fait perturbée qui est notre civilisation actuelle, qui nécessite des thérapies de toute espèce pour éventuellement atteindre ce bonheur qui, normalement, est naturel, qui, normalement, est l'expression même du développement de la vie d'un homme. Et si vous devenez un jour malheureux, c'est qu'il y a quelque chose de surnaturel qui s'est exprimé. Hein? Le surnaturel, c'est pas d'être heureux. La maladie, la santé, disait un auteur célèbre, c'est une situation inquiétante. C'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, on se dirait cela. Le bonheur, c'est quelque chose d'inquiétant, quelque chose qui se passe de surnaturel autour de soi. C'est pas ça du tout. C'est le malheur.